tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation pour la grande première interview de Street Reporter. Et d'ailleurs, nous vous remercions de votre confiance. Nous sommes d'autant plus heureux que nous suivons vos travaux depuis vos tout débuts. Pour les personnes qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas encore, petite présentation. Donc vous êtes écrivain, chercheur indépendant et historien de l'eschatologie messianique. Vos travaux de recherche se sont tournés vers l'étude des origines des idéologies modernes, de leur évolution et comment elles influencent la politique et la géopolitique. Déjà plusieurs ouvrages à votre actif, dont votre dernier livre « Covidisme et messianisme » que nous allons aborder aujourd'hui pour tenter de comprendre la situation actuelle en remontant aux sources originelles. Vous avez publié récemment un article également dans Stratégica intitulé « Guerre eschatologique Russie et Occident ». Dans cet article, vous faites des liens entre eschatologie et les événements actuels, notamment le conflit en Ukraine et en Russie. Vous identifiez la Russie comme un catéron. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un catéron? Alors déjà, pour contextualiser pourquoi j'ai écrit ce texte sur la guerre eschatologique, c'est parce que les dirigeants américains et les dirigeants russes conçoivent ce conflit comme un conflit eschatologique, c'est-à-dire conflit d'une guerre de la fin des temps. Du côté américain, cela fait plusieurs siècles qu'ils se considèrent comme étant une sorte de peuple élu avec une destinée manifeste, c'est-à-dire le projet messianique d'apporter le libéralisme au monde entier par une succession de guerres destructrices qui fait de l'Empire américain un empire du chaos, surtout ces dernières décennies. Et du point de vue russe, il y a une nouveauté dans le discours des dirigeants russes qui sont des pragmatiques froids, c'est qu'ils ont intégré dans leur discours maintenant, depuis quelques années, une dimension religieuse, en parlant de l'Occident, notamment de l'Amérique, de l'Occident dans son entièreté, comme étant l'empire du mensonge, la représentation de Satan, de l'Antéchrist, qui agresse la Russie et la civilisation russe et le christianisme. Donc de ce point de vue-là, dans ce dossier, publié sur strategica.fr, j'ai essayé d'identifier les rôles historiques, géopolitiques et théologico-politiques à la fois des États-Unis et de la Russie. J'identifie le monde anglo-américain comme étant le siège de l'Antéchrist, que j'appelle l'empire antichristique, et ensuite je fais toute une étude sur Rome, la troisième Rome, revendiquée par Moscou, et le rôle eschatologique de la Russie dans cette grande confrontation. Et donc j'arrive à la conclusion, mais je ne suis pas le premier, par contre j'utilise une méthodologie qui est inédite, puisque je télescope les eschatologies juives, chrétiennes et musulmanes. J'arrive donc à la conclusion que la Russie est le catéron. Qu'est-ce que le catéron? On retrouve ça dans les épîtres de Saint Paul, l'épître aux Thessaloniciens, deuxième épître, chapitre 2, versets 6 et 7, l'idée qu'il y a une force qui retient l'arrivée de l'Antéchrist. Paul le dit, Saint Paul le dit, ce qui retient l'Antéchrist, celui qui retient l'arrivée de l'Antéchrist, donc ce qui retient en grec, c'est catéron. Et les pères de l'Église, y compris Eusèbe de Césarée, historien et évêque des premiers siècles, qui a vécu à l'époque de Constantin, qui a institutionnalisé l'Église, eux arrivent à la conclusion, les pères de l'Église, plusieurs pères de l'Église, que le catéron, donc cette force qui retient l'arrivée de l'Antéchrist, c'est Rome et sa continuité chrétienne. Donc l'empire chrétien romain, par son existence, retient l'Antéchrist, c'est-à-dire la force anthropique de destruction. L'entropie, c'est la destruction et l'expansion de la destruction. Donc, de ce point de vue-là, le catéron, Rome, la chrétienté en tant qu'empire, est une force néganthropique qui retient l'expansion de l'entropie et des forces antichristiques. Donc de ce point de vue-là encore, si on prend la géopolitique actuelle, la puissance à l'échelle internationale qui empêche la poursuite de la destruction opérée par l'empire anglo-américain, c'est la Russie qui a mis un coup d'arrêt en Syrie, qui a mis un coup d'arrêt en Ukraine, et donc, qu'elle le veuille ou pas, la Russie joue ce rôle de catéron. D'accord, merci pour ces explications très claires. Alors revenons à l'actualité. Il y a eu récemment l'assassinat de Daria Dugin. Quel était votre lien avec Daria?
Et pensez-vous effectivement que ça pouvait être son père qui pouvait être visé? Alors, les liens que j'ai avec Daria, je la connais depuis début 2019. On s'était rencontrés à Paris pour organiser un voyage auquel on a participé tous les deux et d'autres en Syrie. Donc on a été en Syrie ensemble et c'est là que j'ai vraiment appris à la connaître, qu'on a commencé à avoir des échanges intellectuels. On est resté en relation depuis parce qu'on a collaboré ponctuellement. Elle a déjà traduit plusieurs articles et textes que j'ai écrits en russe. Donc parce qu'elle suivait ce qui se passait en France, d'autres intellectuels aussi, comme Pierre-Antoine Plaquevent, comme le site d'égalité et réconciliation à l'Insara. Elle était en relation avec tous ces gens et dans d'autres pays, en Allemagne, en Suède, en Italie, en Turquie, qui a été très active. Et donc on est resté en contact tout au long, donc on avait une relation intellectuelle, professionnelle, c'était une camarade et une amie. Voilà, on avait des contacts continus. On s'est revus en septembre 2019 en Moldavie, au forum de Chisinau organisé par notre ami Yuri Rochka, qui était vice-premier ministre de Moldavie et président du Parlement moldave, qui est encore toujours très actif. Et donc voilà, on est resté en relation depuis et on a continué à communiquer jusqu'à la veille de sa mort, en fait, les derniers échanges jusqu'à la veille de sa mort. Et pour ce qui concerne son assassinat, elle a été visée, en fait, elle et son père, les assassins, donc le régime de Kiev et bien sûr ses commanditaires, puisque Kiev n'est absolument pas autonome. Il prend ses ordres à Washington principalement et à Londres. Donc c'est l'OTAN, l'Empire anglo-américain derrière Kiev. Donc s'ils l'ont fait, c'est qu'ils avaient l'autorisation, peut-être même l'ordre du monde anglo-américain, sachant que et Daria Dugin et Alexandre Dugin étaient sous le coup de sanctions britanniques et américaines. Ils ne pouvaient pas voyager dans ces pays-là, ni même, je crois, en Europe de l'Ouest. Pour ce qui est d'Alexandre Dugin, c'est sûr, je le confirme. Donc ils étaient désignés comme étant des ennemis de l'Empire anglo-américain. Et d'ailleurs, la dernière fois que je l'ai rencontré, Daria, c'était en Moldavie, donc elle m'avait montré des menaces de mort qu'elle recevait de la part d'Ukrainiens. Alors qu'à l'époque, la Russie n'était pas encore intervenue en Ukraine. Voilà. Donc les Ukrainiens, enfin pas les Ukrainiens dans leur généralité bien sûr, mais les ukro-nazis, les bataillons, ces organisations terroristes, comme d'ailleurs Daesh, Al-Qaïda, etc., sont le bras armé de l'Empire anglo-américain et israélien. Et donc ils l'ont visée elle, parce que sachant que, il faut savoir que c'était une bombe télécommandée par téléphone portable. Donc la personne, la tueuse en question ukrainienne qui l'a tuée, qui a appuyé sur le bouton, visualisait la voiture, donc elle savait que Daria était seule dans la voiture et qu'il n'y avait pas son père. Donc elle faisait partie des cibles principales. Donc elle et son père. Ils l'ont quand même assassinée. Pourquoi? Parce que Daria Dugin jouait un rôle très important. Elle diffusait les idées de son père, les idées eurasistes, en Russie, mais aussi à l'échelle internationale. Comme je vous l'ai dit, elle était en lien avec différents groupes, différents intellectuels dans différents pays, et quelque part participer au rayonnement à la fois de l'eurasisme, mais aussi de la Russie à l'échelle internationale. Et en Russie, elle était très populaire, même plus populaire que son père. Elle diffusait dans la jeunesse, elle avait une influence grandissante apparemment sur la jeunesse russe. Elle permettait de diffuser les idées traditionnalistes dans cette jeunesse-là. Elle était une fervente chrétienne, et pour un pays comme la Russie, qui est, comme tous les pays du monde, touché quand même par le progressisme et l'occidentalisme, du moins une partie de la jeunesse bourgeoise, elle était très importante, Daria, de ce point de vue-là. Donc elle était un ennemi dangereux pour cet empire anglo-américain. Donc moi je pointe du doigt non seulement les services et les organisations terroristes ukrainiennes, mais aussi et surtout leurs chefs occidentaux. Mais elle était déjà identifiée comme une ennemie seulement pour ses prises de position, pour sa défense de la Russie et de la multipolarité et de son attaque contre le monde anglo-américain. Donc on ne sait pas exactement qui sont les commanditaires. Bien sûr, on a maintenant des preuves
qui relie le régime de Kiev à cet assassinat, mais le régime de Kiev n'est pas autonome. Et jamais il n'aurait assassiné Daria Dugin et tenté d'assassiner Alexandre Dugin sans l'aval des puissances tutélaires, c'est-à-dire l'OTAN et les Anglo-Américains. J'ajoute que la tueuse en question a séjourné en France, je crois pendant quelques semaines ou quelques mois, avec le statut de réfugié politique, alors qu'elle était membre des services de sécurité ukrainiens et d'un régiment néo-nazi ukrainien. Oui, c'est très clair. Alors du coup, je reviens sur ce que vous avez dit, et que le fait que cet assassinat, à la base, devait concerner donc Daria et son père, du coup, c'était peut-être également, oui, son père qui était visé, car c'est lui qui, à la base, devait conduire la voiture. Oui, alors, en fait, ils étaient à un festival tous les deux, festival de la tradition, à 40 km de Moscou, et la voiture, je crois, appartenait à Alexandre Dugin. Ils devaient rentrer ensemble, mais à la dernière minute, Alexandre Dugin a choisi de rentrer avec un ami à lui, donc il a pris une autre voiture, et sur la route, la voiture d'Alexandre Dugin, enfin, Daria était dans la voiture d'Alexandre Dugin seule, elle conduisait, et derrière elle, sur la même route, Alexandre Dugin était dans une autre voiture, et donc il a vu la voiture exploser. D'accord. Alors c'est bien effectivement d'avoir fait cette petite rectification sur le mouvement. Ah oui, et une précision. Les enquêteurs ont mis en évidence que c'était une bombe télécommandée par un téléphone portable. Donc la tueuse en question était sur les lieux, donc elle devait suivre la voiture de Daria, et donc elle savait que Daria était seule dans la voiture. Et elle a quand même fait exploser la voiture. Donc Daria faisait donc partie des cibles. Voilà. D'accord. Alors, c'est bien d'avoir fait cette précision concernant le mouvement de son père, puisque nous pouvons lire plusieurs informations sur différents médias, notamment que son mouvement c'est un mélange de national-socialisme et de bolchevisme, et vous dites effectivement que c'est un mouvement eurasiste. Alexandre Dugin défend ce qu'il appelle une quatrième théorie politique, justement, qui rejette les précédentes grandes théories politiques. Donc le bolchevisme et le nationalisme en font partie. Lui-même dit qu'il n'est pas nationaliste. Il est eurasiste, c'est-à-dire qu'il défend cet ensemble qu'il appelle civilisationnel russe. Et il faut rappeler que la Russie est une fédération. Donc il y a 300 ethnies, plusieurs religions, etc. Donc l'idée du nationalisme tel qu'on l'entendrait dans le monde occidental n'est pas du tout adaptée au monde russe et encore moins à la conception d'Alexandre Dugin. Donc non, il n'est absolument pas nationaliste et encore moins bolchevique, puisque durant la période soviétique, Alexandre Dugin était ouvertement un anticommuniste. C'était un traditionnaliste qui était opposé au régime communiste. donc dire que c'est un national-bolchevique est totalement hors de propos, c'est stupide. Enfin, les journalistes reprennent en fait la propagande de type BHL qui raconte que, d'ailleurs comme sur I24 News, la chaîne israélienne, que Alexandre Dugin et Daria Dugin seraient des nazis, ce qui est absolument faux. Surtout quand on sait le lourd tribut qu'ont payé les Russes dans la guerre contre l'Allemagne nazie. Par contre, lui, Bernard-Henri Lévy, est l'allié des néo-nazis en Ukraine. Et il y a plusieurs photos qui le montrent. On le voit d'ailleurs avec un ancien commandant du commando du bataillon Haïdar, qui est un bataillon néo-nazi ukrainien. Lui, il est ouvertement objectivement l'allié des néo-nazis en Ukraine, ce qu'on appelle dans la version accusatoire. Merci de ces précisions. Alors, est-ce que vous ne pensez pas justement que l'assassinat de Daria Dugin aujourd'hui ne va pas renforcer le mouvement de son père, et pensez-vous que le conflit actuel pourrait justement dégénérer avec cet assassinat? Alors, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, une partie des Russes qui ignoraient l'existence d'Alexandre Dugin et même à l'échelle mondiale, tous ceux qui ignoraient Alexandre Dugin, maintenant connaissent tous son nom.
suite à la mort de Daria Dugin. Donc, ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui vont commencer à s'intéresser à Alexandre Dugin et à son œuvre. D'après ce que je sais, la mort de Daria Dugin en Russie a provoqué, un effet galvanisant, après ce qu'on m'a dit, et c'est-à-dire que les tueurs, les assassins, ont offert à la Russie une icône et une martyre, ce qui va avoir pour effet de rassembler plus encore les Russes et de motiver plus encore les opposants à l'empire anglo-américain. Donc ça va avoir plusieurs effets. Maintenant, sur les opérations militaires, je pense pas que ça aura un effet immédiat, parce que les Russes, c'est pas la première fois qu'ils perdent un citoyen. C'est pas la première fois qu'ils sont touchés par des assassinats ciblés. Mais les premières déclarations du ministère des Affaires étrangères russe après l'assassinat de Daria sont très évocateurs. La porte-parole, Zakharova, avait déclaré que s'il y avait un lien établi entre Kiev et l'attentat qui a touché Daria Dugin, eh bien nous considérons le régime de Kiev comme un État terroriste. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, cela aurait un impact sur le plan juridique et sur le plan militaire, parce que si la Russie, l'État russe en vient à considérer ouvertement le régime kievien comme un État terroriste, on sort du cadre du droit international et du droit de la guerre. C'est-à-dire que on n'est plus dans un contexte où on va chercher des négociations on n'est plus dans un contexte où on va chercher à obtenir par des négociations un armistice, mais si on le considère comme un État terroriste, l'objectif sera l'éradication, comme Daesh. Donc je pense que ils l'ont dit pour se réserver ce droit et garder cette option sur la table. Maintenant, je pense pas qu'il y aura d'escalade brutale des Russes où ils feraient n'importe quoi. Mais je pense qu'à terme, ils pourraient utiliser cette carte-là comme argument. D'accord. Alors justement, si on en revient au conflit actuel, la Russie dispose aujourd'hui de moyens humains et militaires supérieurs à l'Ukraine, ce qui lui permettrait une issue rapide. Pourquoi, selon vous, la situation est latente et est-ce que la position belligérante de l'OTAN ne laisse-t-elle pas penser qu'elle prépare quelque chose dans un futur proche Alors, en fait, il y a plusieurs avis sur cette opération russe en Ukraine. Il y a ceux qui, comme Xavier Moreau, expliquent que les Russes n'ont pas investi massivement en Ukraine parce qu'ils ont un avantage technologique, l'avantage balistique, etc., qui leur permet d'avoir une progression territoriale très importante sans investissement important en hommes. Je crois qu'il a 150 000 hommes, et à intervalles réguliers, il y a un roulement des effectifs pour pas démoraliser les troupes. Et parce qu'on se pose la question, on peut poser la question légitime, comment se fait-il que la Russie n'envoie que 150 000 hommes pour un territoire aussi important que celui de l'Ukraine, même si la Russie ne vise pas la totalité du territoire. Il y a une autre explication, mise en avant également par Xavier Moreau, c'est de dire que les Russes se concentrent sur des territoires traditionnels, historiquement russes, avec des populations favorables à la Russie. Donc la Russie n'a pas besoin d'effectifs trop importants pour contrôler le territoire. Vous pouvez contrôler un territoire plus facilement si la population vous est acquise. Et d'autres, pas forcément des anti-russes,
avec qui je communique aussi, me disent que c'est une erreur stratégique, que normalement pour gagner une guerre, il faut avoir 3 à 5 fois plus d'hommes sur le terrain, qu'il y a un problème de compétence dans l'appareil militaire russe. C'est-à-dire que bon, il n'y a pas comment dire de consensus sur l'analyse sur le terrain. Et aussi l'autre argument qui est avancé, c'est que les Russes ne veulent pas faire de dégâts, puisqu'ils considèrent que cette partie de l'Ukraine appartient à la Russie historique et que les populations leur sont acquises. Ils ne veulent pas faire de dégâts civils au niveau des infrastructures et même au niveau humain. Donc ils auraient choisi, et ça leur est reproché par d'autres, ils ont choisi d'avancer très lentement pour faire un minimum de dégâts. Et effectivement, ce qui est vrai, c'est que s'ils avaient voulu conquérir le pays très rapidement, en fait comme l'ont fait les Américains en Irak, ils auraient fait un tapis de bombes. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas eu des dizaines et des centaines de milliers. Je rappelle que la guerre en Irak, c'est plus d'1 million de morts. La guerre en Libye, c'est plus de 150 000 morts. Parce que les Occidentaux, les Américains en premier chef, ont pratiqué une politique militaire de tapis de bombes et de destruction de la population et de tuerie de masse. Ce que ne font pas les Russes en Ukraine. Donc voilà en gros les deux principaux avis sur cette question. Alors, on connaît l'influence que peuvent avoir BlackRock, Rockefeller, JP Morgan et autres côté Occident. On lit beaucoup de choses sur Internet, notamment par rapport au Lubavitch. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus et est-ce que vous pensez qu'ils peuvent avoir une influence sur les décisions qui sont prises, notamment en Russie et voilà, est-ce qu'ils ont vraiment un rôle dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine et voilà, sur le plan international également, je pense notamment à Bérel Lazar, le grand rabbin de Russie, qui est plutôt proche de Poutine, visiblement ils seraient des amis d'enfance, ou à Igor Kolomoïski, côté Zelensky. Que pouvez-vous nous dire? Est-ce que voilà, ce qu'on lit actuellement sur Internet, il y a des vérités, ou au contraire, vous pensez, quel est votre point de vue sur ce sujet-là? Alors, on va reprendre les choses chronologiquement. Quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir, il est confronté à une situation extrêmement grave où les Américains et des oligarques juifs, effectivement, ont mis en pièces réglées la Russie, donc piller les ressources, etc. Donc lui, il a été dans une logique de reconquête par l'État russe des richesses de la Russie, ce qui a été, ce qui l'a conduit à mettre au pas un certain nombre d'oligarques, notamment des oligarques russes. Certains ont été emprisonnés, d'autres ont fui le pays. Il a réduit quand même le budget de certaines organisations juives, donc lobby juif, pro-israélien en Russie. Il a mis à la tête de ces institutions-là des gens qui étaient plutôt proches de lui, comme je crois Vladimir Slutsker, que j'ai déjà mentionné dans une interview. Et il a en fait évincé une partie de l'oligarchie juive libérale au profit notamment de ces Lubavitch. Maintenant, il y a eu du lobbying, par exemple, du lobby pro-israélien en Russie pour empêcher la Russie, par exemple, de livrer les S-300 à l'Iran, alors qu'il y avait eu un contrat qui était passé, et livrer des S-300 à la Syrie. Quand Medvedev était président de la Fédération de Russie, il avait bloqué la livraison de S-300 à l'Iran. Quand Vladimir Poutine est revenu au pouvoir, il a levé donc ce blocage donc, et il a livré les S-300 à l'Iran aux grandes dames des Israéliens. Et lorsqu'en 2018, je crois le 18 septembre 2018, un avion militaire russe a été abattu à cause d'une manœuvre israélienne,
les Russes ont livré des S-300 à la Syrie. Et d'ailleurs, ça a provoqué une réaction vive de Be'er el-Lazar, qui a dit qu'il était très inquiet pour ses frères à Sion. Jusque-là, il ne faisait pas de déclaration sur Israël. Mais les missiles ont été tout de même livrés. Quand il y a eu l'intervention en Ukraine de la Russie, là, donc le 24 février, Be'er el-Lazar a protesté, un autre grand rabbin a protesté, et le chef, le grand rabbin de Moscou, qui est le chef de la principale communauté juive de Russie, le rabbin Goldschmidt, a protesté, enfin il a refusé d'obéir au Kremlin qui lui a dit de soutenir l'intervention en Ukraine, et il a quitté ses fonctions, et il a quitté la Russie pour s'installer en Israël. Et d'ailleurs, la porte-parole de cet organisme, de cette communauté juive, a déclaré qu'il n'y aurait certainement pas de remplaçant de Goldschmidt, du grand rabbin. Et s'ajoute à cela la procédure qui est en cours, menée par le ministère de la Justice russe, procédure de fermeture de l'agence sioniste, de l'agence juive en Russie. La cause, c'est que cette agence juive récolterait des informations sur les citoyens russes pour le compte d'Israël. Donc en fait, les relations entre les organisations juives et Israël et avec la Russie, les relations entre la Russie, ces organisations juives, et Israël n'ont cessé de se détériorer en raison du rôle d'Israël au Proche-Orient, notamment dans la guerre en Syrie, et le rôle d'Israël dans son soutien au régime de Kiev. Donc, il y a effectivement un lobby pro-israélien en Russie, il y a toujours des oligarques juifs en Russie qui font partie de l'entourage de Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine, comme j'ai déjà dit, n'est pas l'alpha et l'oméga de l'État russe. Il joue un rôle d'équilibriste entre différentes forces, en fait, en présence. Et parmi ces forces, il y a notamment les conservateurs, représentés par Alexandre Douguine, qui, eux, sont opposés à d'autres forces qui sont oligarchiques, libérales, transhumanistes, etc. Comme l'a bien expliqué d'ailleurs Pierre-Antoine Plaquevent lors d'un entretien qu'on a accordé récemment à des paluches de bouquins. Donc les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. C'est pas blanc ou noir, c'est pas Poutine est un opposant au nouvel ordre mondial ou Poutine est la marionnette des Lubavitch. C'est plus compliqué. Ça s'appelle un État, un grand État de 140 millions d'habitants avec des factions qui s'affrontent et un homme au milieu de tout ça, Vladimir Poutine, qui est ni l'homme de fer dont parlent les Occidentaux, ni le larbin d'un pôle en particulier. C'est plus subtil. Il faut faire preuve de subtilité, de nuance quand on fait de l'analyse politique. Oui, c'est vrai que c'est bien de rectifier certaines informations que l'on peut voir et lire, qui foisonnent un peu partout, parce que c'est vrai que voilà, ça permet aussi d'avoir une vision plus claire et de prendre du recul par rapport à la situation. Tout à l'heure, vous parlez de l'Iran. On voit que depuis le conflit ukrainien, les Russes et les Iraniens coopèrent pour trouver des mécanismes, notamment pour contourner les sanctions. Ils sont étroitement liés, on a l'impression en tout cas qu'ils font front commun. Vous indiquez dans votre livre que le cœur de la chrétienté se trouve en Russie, vous parliez tout à l'heure de la troisième Rome, il me semble. Diriez-vous que l'Iran pourrait être le cœur de l'islam selon la vision eschatologique islamique d'une alliance entre la chrétienté et l'islam? Alors, pour être précis, j'ai écrit que la Russie, les Russes orthodoxes affirment, d'ailleurs depuis qu'en fait Constantinople est tombé, que Moscou est le troisième Rome, ce qui signifie le centre politique du christianisme. Ça ne veut pas dire que toute la chrétienté est réunie à Moscou. C'est-à-dire que du point de vue de l'histoire des empires, la Russie est la seule puissance chrétienne capable de tenir tête aux forces à l'empire antichristique. Maintenant, l'Iran, je ne dirais pas que c'est le centre de l'islam, parce que l'Iran représente un courant de l'islam qui est le courant chiite, qui représente à peu près, je crois, 20-28% du monde musulman, donc ce qui est quand même minoritaire. Mais l'Iran
paradoxalement, tient un rôle, via ses relais et le soutien qu'elle apporte au mouvement de résistance au Proche-Orient, un rôle de premier plan dans la résistance à Israël et à l'Empire anglo-américain dans cette région-là. Donc ce sont deux choses différentes. Il faut distinguer l'islam en tant que tel et les pôles de résistance au sein du monde musulman qui sont minoritaires, mais qui sont alliés de la Russie. Et cette alliance renforce justement et l'Iran et les organisations de résistance comme le Hezbollah au Liban. Donc, et là, si on va sur le terrain de l'eschatologie musulmane nous dit que à la fin des temps, il y aura une alliance entre Rome, ce qu'on appelle en islam Rome, ce n'est pas la Rome occidentale, c'est l'orthodoxie, c'est l'héritière de Byzance. Donc la seconde Rome, puis la troisième Rome, logiquement aujourd'hui Moscou, depuis que Constantinople est tombé. Donc une alliance entre les musulmans, en tout cas des musulmans, et Rome. Et cette alliance, elle est effective, on la voit au Proche-Orient, principalement, qui s'oppose à Israël et aux alliés d'Israël, les puissances anglo-américaines. Donc, mais dans le monde musulman comme dans le monde chrétien, il y a une division. C'est-à-dire que vous avez dans le monde chrétien une partie de la chrétienté historique, notamment protestante et les pays anciennement catholiques qui ont été vassalisés par le monde anglo-américain, qui font partie en fait de l'empire antichristique, qui sont soumis à l'empire anglo-américain. Et vous avez, pareil, dans le monde musulman, des pays musulmans, des États et des organisations qui sont pareillement du côté anglo-américain, soumis au monde anglo-américain et à Israël. Donc vous avez en fait une carte, disons, de la géopolitique des religions, avec d'un côté des chrétiens et des musulmans soumis au monde anglo-américain, et de l'autre, d'autres chrétiens et d'autres musulmans alliés qui s'opposent à Israël et aux alliés d'Israël. D'accord, c'est très clair. Alors, vous parliez d'antéchrist, vous parliez de transhumanisme tout à l'heure. On voit très bien aujourd'hui que la technologie va prendre une place très importante dans le futur proche. Il semble y avoir un lien entre eschatologie et technologie. Qu'en pensez-vous ? Alors, j'ai mentionné d'ailleurs dans le dossier, il y a un passage dans le Coran où Satan s'adresse à Dieu, où il lui dit qu'il attaquera ces créatures, donc les êtres humains. Il a dit je les attaquerai, je les inspirerai, et je les inspirerai, ils fendront les oreilles des bovins, des bestiaux, et je les inspirerai et ils altéreront la création de Dieu, c'est-à-dire qu'ils modifieront la création de Dieu. Et on peut y voir justement là une annonce de ce qu'est le transhumanisme, parce que il y a la transformation de la nature, le travail sur la nature qui a permis le développement de l'agriculture, etc., et des développements civilisationnels. Mais il y a, là on entre dans une autre phase qui est la transformation de la nature même de la création de Dieu. Altération, c'est la modification. Ce n'est pas pareil que la transformation, c'est l'altération, la modification de la création de Dieu. Et avec le transhumanisme, on est là-dedans, et dans les OGM aussi. C'est-à-dire qu'on est dans l'augmentation du corps humain et dans la modification du corps humain. Même le LGBTisme et le changement de sexe peuvent être intégrés à cela, au transhumanisme, c'est-à-dire la transformation du corps humain. C'est-à-dire que Dieu vous a attribué un sexe et vous, par la technique, vous allez tenter de changer de sexe. Et de ce point de vue-là, on peut y voir une œuvre diabolique, effectivement. Et dans votre livre, d'ailleurs, il y a des passages où on parle des sacrifices. Dans covitisme et messianisme. Absolument, covitisme et messianisme. Est-ce que pour vous, ça peut être lié est-ce que ce sacrifice physique, finalement, dont vous parlez à l'instant, est-ce qu'on peut dire que c'est un sacrifice déjà? Et est-ce que c'est un sacrifice aussi métaphysique et spirituel? Alors, je ne dirais pas que le transhumanisme est un sacrifice. Le sacrifice est quelque chose de traditionnellement
coder et d'encadrer, et même quand c'est pas codé et encadré, ça a quand même une signification. Quand je parlais de sacrifice, je parlais par exemple de différents types de sacrifices. Aujourd'hui, de sacrifices économiques, ce qu'on a vu avec le Covid et ce qu'on voit aujourd'hui avec les restrictions énergétiques, ce que j'appelle la société de consommation, c'est-à-dire qu'on va consommer les êtres humains, on va les détruire, on va par des injections avec des produits expérimentaux causer de graves séquelles, des effets secondaires extrêmement graves, par centaines de milliers et par millions, par la destruction de l'économie comme on a commencé avec le Covid, et là avec les pénuries de gaz, cela se poursuit, c'est un sacrifice économique. Et puis il y a le sacrifice écologique, qui est combiné au sacrifice économique, au nom de la préservation de la nature, au nom de la rareté des énergies fossiles et des denrées alimentaires. Nous allons réduire la population mondiale, c'est un projet qui est tout à fait officiel maintenant, et aujourd'hui dans les médias on s'en vante, on dit que ils disent dans les grands médias que d'ici 2100 on va réduire la population mondiale de moitié par rapport à la population actuelle. Et là, on est entré de plein pied dans cette séquence-là de sacrifice qui est à la fois économique et écologique, au nom de, comme je l'ai dit, la préservation de la planète. Hier, c'était au nom de la santé publique, et ainsi de suite. D'ailleurs, dans votre livre, vous faites référence au culte de Gaïa, de la mythologie grecque, avec le projet de dépopulation comme volonté de sauver la Terre par le sacrifice de nos enfants. Qu'entendez-vous par là? Est-ce que vous pouvez développer? Alors Gaïa était la divinité qui incarnait la Terre, la déesse Terre, disons, pour laquelle on faisait des sacrifices d'animaux. Et aujourd'hui, en fait, l'écologisme, le discours écologique est un discours religieux de type païen. On va diviniser la terre, et au nom de la préservation de la terre, eh bien, on nous dit officiellement, le London School of Economics, des universitaires américains, une ONG militant pour la réduction de la population mondiale, nous disant que chaque bébé émet tant de tonnes de CO2 par an, et donc cela met en péril la Terre, et donc il faut réduire le nombre de naissances par an. Donc c'est clairement, et avec un discours disant, voilà, il faut réduire la population mondiale. Vous avez un article du journal Le Monde qui reprend lui-même un article du journal du Washington Post au 18 janvier 2010, et le titre c'est doit-on réduire la population mondiale pour sauver la planète? Et un des sous-titres de l'article c'est doit-on éliminer 3 milliards d'individus pour sauver la planète? Donc il y a une divinité à sauver, et pour la sauver, on doit sacrifier des êtres humains. Et ça renvoie un peu, par exemple, au culte aztèque, où chaque année, on sacrifie entre 20 000 et 100 000 personnes, donc en leur ouvrant la poitrine en haut des pyramides, et on extirpait le cœur encore battant qu'on offrait au soleil, parce que le soleil était considéré comme une divinité qu'il fallait nourrir pour qu'il ne meure pas. On est toujours dans la même logique, mais c'est un discours qui est légèrement différent, mais si vous prenez la structure du discours, c'est exactement le même. C'est exactement la même structure, avec une autre terminologie. On ne parle plus de mythe fondateur, mais on parle aujourd'hui de storytelling, de narration. D'accord. Alors, vous avez mentionné dans une de vos précédentes interviews que les monnaies numériques étaient d'un point de vue de l'islam illicites. Est-ce que vous pensez que c'est également le cas pour les chrétiens? Et est-ce qu'on peut faire un lien avec ce que l'on entend beaucoup, la marque de la bête citée dans l'Apocalypse de Saint Jean, qui indique qu'on ne pourra plus acheter ni vendre sans la marque de la bête? Est-ce que vous pensez que tout ça a un lien? Alors oui, ça a un lien, parce que, comme l'explique le chef Mohamed Hussein, qui a beaucoup travaillé sur les questions économiques, en islam en tout cas, pour le christianisme, je laisserai des spécialistes du christianisme en parler, mais ce qui a de la valeur, enfin ce qui est une monnaie, doit avoir une valeur intrinsèque.
Donc une monnaie, ça peut être de l'or, de l'argent, des dates, etc. Mais cela doit avoir une valeur intrinsèque. À partir du moment où vous détachez la monnaie, comme ont fait les Américains en 1971, de l'étalon or, eh bien, le papier que vous utilisez comme monnaie est, d'un point de vue islamique, illicite, puisqu'elle n'a plus de valeur intrinsèque. Et vous allez avoir une dilution de la valeur du dollar et des autres monnaies, notamment par l'impression, le quantitative easing, l'impression massive de monnaie. Maintenant, la monnaie électronique peut être un moyen aujourd'hui soit de libération, si c'est une monnaie qui n'est pas contrôlée par l'État, donc une monnaie décentralisée, mais c'est un moyen de réduction à l'esclavage et hautement dangereux quand c'est aux mains de l'État. Donc en fait, quand c'est aux mains de la finance internationale qui elle-même contrôle les États. Et en fait, c'est vers cela qu'on se dirige avec la suppression de la monnaie papier. C'est-à-dire, comme le dit le Cheikh Imran Hussein, c'est une monnaie d'espionnage. Et l'État, piloté par l'oligarchie, pourra à tout moment vous éteindre socialement. C'est-à-dire que si vous tenez un discours anti-Macron ou anti-un tel ou un autre représentant le pouvoir à un instant T, eh bien, il vous ferme votre compte bancaire. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Si vous êtes un opposant politique, identifié comme dangereux, on vous ferme vous perdez votre travail, on vous ferme vos comptes bancaires et vous êtes condamné à la clochardisation. Donc la question c'est, est-ce que les monnaies électroniques qui sont aujourd'hui libres et décentralisées ne vont pas demain être interdites et ou passer sous le contrôle de la Banque Centrale Européenne ou de la Fed? Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais c'est une question que je me pose. C'est d'ailleurs très intéressant. Donc Klaus Schwab a créé et dirigé le World Economic Forum depuis 1971. Il a réussi à fédérer autour du forum une grande partie des nations du monde autour des idées de Davos. A-t-il réussi là où d'autres ont échoué, ou est-ce la suite logique des événements? En fait, le forum de Davos, c'est une incarnation d'un système qui s'est mis en place dans un premier temps après les accords de Bretton Woods, donc après la Seconde Guerre mondiale, et dans un second temps, ça a été l'hégémonie du dollar, mais les accords de Bretton Woods avaient débouché sur la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. Puis dans les années 80-90, il y a eu un détricotage de cela, c'est l'abolition du Glass-Steagall Act aux États-Unis, donc qui a permis donc aux banques d'affaires de mettre la main sur l'argent des banques de dépôt, en tout cas de mélanger les deux, ce qui a donné lieu à la crise de 2008. Et en fait, le forum de Davos, ce n'est qu'un avatar de ce globalisme, de ce mondialisme, qui a pour objectif de détruire toutes les nations et de donner les pleins pouvoirs à l'échelle du monde occidental et puis de sa périphérie à cette oligarchie financière. C'est ça le forum de Davos. C'est pas Klaus Schwab lui-même n'est pas le génie du siècle. Il n'a strictement rien à inventer. Il ne fait simplement qu'appliquer un agenda qui est ancien. Et aujourd'hui, on est dans la phase finale de cet agenda. Je parlais de la société de consommation. En fait, on est passé de la société de consommation à la société de consommation. La société de consommation était liée au capitalisme productiviste, donc capitalisme industriel, l'économie réelle. Donc la société de consommation correspondait à ce modèle. Et aujourd'hui, on est dans la société de consommation qui correspond à un autre modèle, qui est en fait la phase finale du développement du capitalisme financier, donc immatériel, fictif, qui a phagocyté et détruit l'économie réelle, les industries, et qui n'a plus besoin, en fait, qui considère qu'il n'a plus besoin de cette main-d'œuvre, les inutiles, c'est-à-dire nous tous, en fait, la majeure partie de la population mondiale, et qu'il faut éliminer, remplacer par des robots, et tuer à petit feu. Et si on ne veut pas mourir tout de suite, eh bien, on va, comme il le propose, nous donner à manger des insectes. Et donc là, aujourd'hui, on a
on pourrait avoir une confrontation entre d'un côté cette oligarchie financière qui veut détruire toute l'économie, y compris les grandes industries, et en face les tenants des grandes industries, du grand patronat qui est encore attaché à l'économie réelle, qui s'oppose en fait à cette politique économique occidentale qui vise, on l'a vu avec les patrons occidentaux à qui on a dit de se retirer de Russie, etc. Et là, ils sont en train de comprendre que l'oligarchie financière est en train de peut-être les sacrifier eux aussi. Après avoir détruit dans les années 80 les classes laborieuses, le monde ouvrier, puis les classes moyennes, qui ont été largement détruites aujourd'hui, ils vont peut-être passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la destruction même des grandes entreprises, des grandes industries et des grands commerces. Ce qui explique la rébellion relative du patron de Total, du patron de Leclerc, du patron de Marché U, qui sont en train de se dire, mais en fait, on est les prochains sur la liste. Je vois ce que vous voulez dire. Alors, quand le président, on va revenir en France, quand le président Macron indique que la bête de l'événement est là, cela montre bien sa vision spirituelle et messianique. D'un autre côté, on a l'ancien Premier ministre israélien Bennett à l'époque qui avait dit « Faites-vous vacciner pour hâter la venue du Messie ». Est-ce qu'au final, ce n'est pas une volonté des dirigeants d'impliquer activement leur peuple respectif? Et est-ce que cela ne montre pas que certains dirigeants ont finalement une vision très messianique de l'actualité? La réponse est dans votre question, en fait. Et effectivement, il y a ce que j'appelle un messianisme actif qui touche pas seulement les milieux juifs religieux, mais aussi athées, puisqu'il y a eu une laïcisation du messianisme, notamment au XVIIIe et XIXe siècle. Donc on l'a vu avec la Révolution française, le bolchevisme, le républicanisme et même le libéralisme, qui sont des formes laïcisées, athées, du messianisme juif, qui consiste à athée les temps messianiques. Alors, dans la religion juive, on appelle ça les temps messianiques. Dans le langage marxiste, on va appeler ça la dictature du prolétariat. Dans le langage républicain, on va appeler ça la République universelle. Et dans le langage libéral, via Francis Fukuyama, on va appeler ça la fin de l'histoire. Et c'est toujours la même idée. C'est l'idée qu'on va accélérer la fin de l'histoire, une sorte d'effondrement de l'histoire, en faisant advenir des catastrophes qui, elles, sont annoncées comme prélude au temps messianique, pour tous nous faire entrer dans ces temps messianiques, cette fin de l'histoire, en tout cas, une ère post-historique. Et donc, quand on entend les délires d'Emmanuel Macron sur la bête de l'événement, etc., ou quand on entend Jacques Attali nous parler de gouvernement mondial, en fait, ce sont simplement d'autres mots qui signifient exactement la même chose. Les temps messianiques. Et donc, c'est cela qu'il tente de faire advenir, et comme toutes les grandes utopies, avec de très grandes destructions matérielles et humaines. Et là, on est dans une période extrêmement dangereuse, de ce point de vue-là. Et est-ce qu'au final, tout ce qui est technologique, etc., tout ce qui est monnaie numérique, transhumanisme, intelligence artificielle, est-ce que ce ne serait pas ça le paradis sur Terre que cherchent tant les messianiques aujourd'hui? Oui, alors, c'est parce qu'en fait, le messianisme, même le messianisme juif originel, est un matérialisme. C'est une vision matérialiste de l'histoire, puisque l'Éden, au commencement, est sur Terre, et l'Éden paradisiaque, étant messianique, le paradis terrestre, revient sur Terre. Alors que dans le christianisme et l'islam, il y a l'idée que le paradis est supra-matériel, au-delà du monde matériel, au-delà de l'univers. Et donc le messianisme juif est un matérialisme. Et les formes laïcisées de ce messianisme, que ce soit version marxo-bolchevique, communiste, ou libérale, ou républicaine, ou autre, sont aussi matérialistes. Donc il n'y a pas l'idée qu'il va y avoir une grande transformation surnaturelle du monde, mais une transformation par l'homme
On le trouve aussi dans le judaïsme, et plus particulièrement dans la Kabbale lourianique, qui va donner naissance à l'idée que le peuple juif est le moteur de l'histoire. Eh bien, ça va s'élargir via la laïcisation à d'autres groupes. C'est-à-dire, ce n'est plus simplement le peuple juif qui est le moteur de l'histoire, c'est le prolétariat, mais maintenant, ça va être l'oligarchie occidentale qui va se considérer comme un peuple élu et qui va, justement, par les technologies, par le transhumanisme, transformer la nature, transformer l'homme et faire advenir ce paradis terrestre. Il y a effectivement cette idée-là. D'accord. Alors, on va bientôt conclure cette interview, Youssef Indy. Je voulais juste relire un petit paragraphe de votre livre, notamment dans la conclusion, donc Covidisme et Messianisme. Vous dites « La destruction du christianisme et de l'islam, les deux plus grandes religions monothéistes à l'échelle de la planète, qui ont accouché de civilisation et qui ont aboli le sacrifice humain, ne peut conduire qu'à une désorientation des peuples, à l'émergence de dirigeants sociopathes et irrationnels, et au retour du sombre et dangereux archaïsme sacrificiel. » Alors, ma question, du coup, pour conclure, quels conseils pourriez-vous donner aux vrais juifs, chrétiens et musulmans de France et du monde pour s'unir ? Eh bien, leur dire que tous les signes indiquant qu'on a un tournant de l'histoire, un effondrement de l'histoire, ou dans une période eschatologique sont là. Et dans le christianisme et l'islam, les choses sont très claires. Pour le judaïsme, c'est plus compliqué puisqu'ils attendent un autre Messie que le Christ, qui est le seul et unique Messie, et qui se trouve être, du point de vue du christianisme et de l'islam, l'antéchrist. Je leur dirais simplement, voyez clair d'où vient le mal, qui est-ce qui est l'acteur de la destruction de la création de Dieu, et cela vous permettra de choisir votre camp. Et j'ajouterais que on peut avoir des désaccords sur tel ou tel point doctrinaux, on a des différences sur le plan religieux, etc. Mais si on garde à l'esprit qu'aujourd'hui on a un tournant de l'histoire de l'humanité et dans une période eschatologique, on doit quand même pouvoir mettre de côté un certain nombre de divergences pour combattre l'essentiel, pour l'essentiel, c'est-à-dire l'ordre de Dieu, l'ordre naturel, et combattre l'ennemi principal qui est l'empire antichristique. C'est très clair. Écoutez, merci Youssef Indy de nous avoir accordé cette interview et peut-être à une prochaine fois pour une prochaine interview. Avec plaisir. Merci.